Ce documentaire présente des scènes de comportements agressifs qui sont normaux et fréquents chez les enfants de 0 à 5 ans. Ces images ont été tournées dans le milieu naturel des enfants et ont été sélectionnées par les auteurs uniquement en vue d'illustrer les propos du film. Aucun diagnostic n'est posé en rapport avec les comportements observés. Des femmes qui hésitent à circuler seules sur la rue le soir. Des personnes âgées qui n'osent plus sortir. Des méfaits de toutes sortes qui se multiplient et des prisons qui débordent. On comprend pourquoi la violence physique est une préoccupation de plus en plus grande dans nos sociétés modernes. Pourtant, la violence physique est loin d'être phénomène récent, et les questionnements qu'elle soulève n'ont rien de nouveau. On s'est toujours demandé comment d'innocents bambins finissaient par devenir des adultes violents. Au fil des siècles, des philosophes et des chercheurs ont élaboré plusieurs théories pour expliquer et prévenir les comportements d'agression. Certains ont dit que les enfants étaient animés par des instincts de domination qu'ils devaient apprendre à contrôler pour vivre en société. D'autres ont conclu au contraire qu'on ne naît pas avec une prédisposition à la violence physique. On l'acquiert plutôt en imitant les autres. Depuis près de 2 siècles, dans tous les pays industrialisés, les statistiques officielles sur le crime tracent à répétition la même courbe. Cette courbe, dite de l'âge et du crime, montre très nettement que c'est à l'adolescence et au début de la vie adulte que les humains sont le plus souvent arrêtés et condamnés pour des agressions physiques. La majorité des citoyens semblent conscients de ce phénomène. En effet, lors d'un sondage national effectué au Canada, à la question « À quel âge les humains sont-ils le plus souvent violents ?», plus de 60% des gens interrogés ont répondu « à l'adolescence ». L'idée qu'on apprend à agresser est bien ancrée dans l'opinion populaire et dans plusieurs théories modernes. Le petit de l'homme viendrait au monde pur et innocent, avec une tendance naturelle au comportement pacifique. C'est l'environnement qui transformerait certains enfants en brutes à mesure qu'ils grandissent. À la fin de l'adolescence, ils auraient complété cet apprentissage de la violence. Les gestes d'agression physique commencent-ils vraiment à l'adolescence ? Rappelons-nous combien le monde a été consterné ces dernières années par des cas d'enfants de moins de 11 ans qui ont commis des meurtres gratuits sur d'autres enfants. Not knowing if their child was dead or alive. God, my baby. Police say the 6-year-old boy fired 1 shot. Comment est-ce possible qu'un garçon de 6 ans tue de sang-froid sa compagne de classe? She died, and so did the sense of peace for an entire school. Les travaux de recherche récents sur le développement de l'agression physique chez les animaux et chez les jeunes enfants commencent à éclairer un peu mieux le vieux débat de l'origine du mal.
Au début de sa carrière, le docteur Richard Tremblay travaillait à la réhabilitation des criminels dangereux. Les échecs à répétition avec les adolescents et les adultes l'ont convaincu que pour prévenir la violence, il fallait comprendre le développement de ces comportements depuis la toute petite enfance. Pour cette raison, avec de nombreux collègues répartis un peu partout dans le monde, il scrute depuis plus de 20 ans le développement de milliers d'enfants et d'adolescents. Le problème avec les études qui soutiennent la théorie de l'âge relié à la criminalité, c'est qu'elles se sont centrées sur des adolescents et sur des adultes. Et on utilise uniquement l'information concernant les jeunes ou les adultes qui se font arrêter par la police. Il est évident que les enfants utilisent l'agression physique, mais comme ils ne se font pas arrêter pour avoir utilisé l'agression physique, ils ne comptent pas dans les statistiques qui sont utilisées pour calculer la courbe de l'agression physique avec l'âge. Il y a environ 20 ans, nous avons décidé d'essayer de comprendre le développement de l'agression physique en utilisant un échantillon de 1000 garçons. Les résultats de l'étude de garçons à partir de la maternelle nous ont fait comprendre qu'ils étaient à leur pire à la maternelle, ce qui nous a amené à la question à quel âge commencent-ils à utiliser l'agression physique? Est-ce que c'est lorsqu'ils entrent en maternelle ou plus tôt? Les chercheurs ont fait une découverte troublante qui bousculait les théories psychologiques modernes sur les origines et les causes de la violence physique. C'est vers l'âge de 2 ans que les humains ont le plus souvent recours à l'agression physique. En se concentrant sur les manifestations les plus extrêmes d'agression physique au cours de l'adolescence, les criminologues, les psychiatres et les psychologues avaient oublié de chercher à identifier quand ces comportements avaient débuté. Qui pourrait croire d'ailleurs que nos mignons bambins puissent être capables d'agression physique? Mais si les enfants de 2 ans mesuraient 6 pieds, s'ils pesaient 250 livres, s'ils avaient accès à des armes, leurs agressions pourraient provoquer de très sérieuses blessures. Elles pourraient même tuer. En retraçant l'origine des comportements violents depuis le début, c'est-à-dire depuis la naissance, les chercheurs ont pu observer à quel point les gestes d'agression commencent tôt dans la vie. Comme agression et colère vont de pair, ils ont étudié les premières manifestations de colère chez les nouveau-nés. Le docteur Michael Lewis a mis au point un procédé ingénieux pour étudier le développement de la colère dans les premiers mois de la vie. En étudiant les émotions des jeunes enfants, nous pouvons très tôt dégager 5 ou 6 expressions d'émotion. Il y a la colère, la peur, le dégoût, la tristesse, l'intérêt et finalement la joie. Elles sont lisibles sur le visage, sur le corps. Ces états émotionnels, la colère incluse, sont présents dès la naissance. Un bébé de 4 mois peut donc démontrer de la colère et se comporter de façon colérique lors de certaines de nos expériences. À mesure que sa motricité se développe, le bébé pose des gestes de plus en plus précis. À 6 mois, il se tient assis et saisit les objets qui se trouvent à sa portée. À 9 ou 10 mois,
Il se déplace en rampant et sa motricité se développe. C'est le début des agressions dites exploratoires. Le docteur Peter Smith est l'un des experts de réputation internationale qui s'intéresse à l'origine et au développement des comportements d'agression. Aussitôt qu'ils commencent à se déplacer en rampant, ils commettent ce que nous appelons des agressions exploratoires. Par exemple, tirer les cheveux et les oreilles d'un autre enfant ou lui donner des coups. Vers 1 an, on voit le bébé se tenir debout, ce qui libère ses mains. Il a alors la capacité de menacer ou de frapper quelqu'un, même si ses gestes sont encore maladroits et qu'il n'a pas beaucoup de force. Bientôt, il marche et bouge avec plus d'assurance. Rapidement, il pourra même courir pour attaquer un autre enfant et se sauver par la suite. Autour de 2 ans, certains enfants semblent se transformer en véritables petites terreurs. C'est la fameuse période du non. C'est aussi l'époque des spectaculaires explosions de colère, aussi soudaines et imprévisibles que les orages d'été. Qu'est-ce qui provoque les crises de colère? Très bonne question. Elles semblent à première vue être provoquées par des choses banales. Vous n'avez pas beurré le bon côté de la rôtie, votre enfant voulait son lait dans la tasse verte, pas la bleue. Il vous a fallu une seconde de trop pour lui donner ses céréales. Ce sont des situations de ce genre qui vont déclencher ces crises. Et ils vont vous frapper et vous cogner s'ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Ils se mettront à crier, vous feront une scène monstre et se lanceront par terre. Nous observons le même genre de comportement chez les singes. Une mère réagira quelquefois à ce type d'appel émotionnel, en prenant son bébé, en le caressant gentiment, etc. Au moment de fêter son 3e anniversaire, l'enfant possède les habiletés motrices nécessaires pour poser tous les gestes d'agression physique dont les adolescents et les adultes sont capables. Contrairement à la croyance populaire, on constate que normalement, vers l'âge de 4 ans, le nombre d'agressions physiques, plutôt que d'augmenter, se met à diminuer. On a observé que l'agression prend, à partir de cet âge, une forme plus sociale, qu'on dit indirecte. Le docteur John Archer, ancien président de l'International Society for Research on Aggression, fait des recherches à la fois sur l'agression physique et sur l'agression indirecte. et une agression indirecte est commise dans le dos d'une personne plutôt qu'en sa présence. Elle peut être déguisée, mais son but reste de faire mal. Elle comporte l'avantage, du point de vue de l'agresseur, de diminuer les risques d'une riposte immédiate. Ce type d'agression se développe après l'agression indirecte et l'agression physique directe. Elle demande certaines habiletés sociales qui se développent un peu plus tard. Non seulement les gestes d'agression se transforment, mais leur fréquence diminue jusqu'à l'adolescence. En fait, comparés aux adolescents et aux adultes, les enfants de moins de 5 ans sont de véritables champions du crime contre la personne.
Lorsqu'on observe le comportement social des jeunes enfants, des enfants de 2 ans, on compte le nombre d'agressions physiques par demi-heure ou par heure. Lorsqu'on étudie les agressions physiques chez les adolescents, on compte le nombre d'agressions physiques par année ou par mois ou, à la limite, par semaine. On peut se demander pourquoi et comment les gestes d'agression diminuent au fil des ans. D'abord, il faut dire que la tendance à recourir à l'agression physique semble naturelle chez les humains comme chez les animaux. La raison en serait très simple. Au cours de l'évolution, ce sont les individus capables d'attaquer et de se défendre qui ont pu survivre et se reproduire. Cet héritage nous est resté. Mais en même temps, chez les animaux qui vivent en groupe comme chez les humains, des mécanismes se mettent en place graduellement dès le début de la vie pour freiner ces comportements naturels d'agression. Il est facile d'imaginer pourquoi. La survie d'un groupe serait sérieusement menacée si les individus qui en font partie passaient leur temps à s'agresser les uns les autres. Il semble donc que les animaux sociaux, y compris les humains, soient programmés pour freiner leur comportement d'agression. Et ce ne serait ni dans le cœur, ni dans l'âme que cette programmation est inscrite, mais bien dans notre cerveau. Les docteurs Mario Beauregard et Thomas Poss comptent parmi les chercheurs de pointe qui ont recours aux techniques d'imagerie cérébrale pour comprendre le développement du cerveau et étudier son fonctionnement. La croyance populaire veut que les émotions viennent de l'âme. Nous commençons cependant à savoir exactement comment se déroule le processus émotionnel dans le cerveau. Grâce aux nouvelles techniques d'imagerie cérébrale, on a pu observer qu'à mesure que le cerveau se développe, il est de plus en plus capable de contrôler des émotions comme la colère et que la répression des gestes d'agression s'installe graduellement. Un peu comme nous pouvons maîtriser nos pulsions sexuelles, nous sommes aussi capables de maîtriser notre agressivité dans un contexte social, pour ne pas frapper tous ceux que nous n'aimons pas. Il y a peut-être, bien entendu, les régions frontales, très importantes pour ce genre de contrôle. Si nous n'avions pas ces régions, nous agirions en automate. Nous ne serions que des machines répondant à des stimuli. Tous les cerveaux ne gèrent pas la colère de la même façon. Leur capacité de contrôler les émotions négatives est influencée par différents facteurs, dont le tempérament. La génétique fait que certains ont des cheveux bruns ou blonds, de petits yeux bleus ou de grands yeux verts. Elle est aussi à l'origine de nos tempéraments différents. Nous possédons tous 2 systèmes qui sont plus ou moins actifs selon notre personnalité. D'un côté, une sorte d'accélérateur qui nous pousse à agir et à rechercher des sensations fortes, par exemple. De l'autre, un frein qui nous modère et nous pousse à la prudence ou nous inspire la peur. Chez certains, l'accélérateur est plus puissant, alors que chez d'autres, c'est le frein qui domine. Ces différences de tempérament se voient dès la naissance. Tous les parents qui ont plus d'un enfant savent très bien que certains bébés sont faciles, alors que d'autres sont agités, difficiles, et ne tolèrent pas la moindre frustration.
Mais le tempérament n'est pas seul en cause. Un autre facteur très important, c'est l'environnement. Il sculpte le cerveau humain, qui est très malléable au début de la vie. À la naissance, le cerveau d'un enfant pèse environ 500 grammes, ce qui représente environ le tiers d'un cerveau adulte. Mais dans les 4 années suivantes, leurs cerveaux grossissent plus ou moins jusqu'à leur taille adulte, ce qui fait qu'à 5 ans, leurs cerveaux sont à peu près de la même grosseur que celui d'un adulte. Cela nous indique qu'il se passe beaucoup de choses dans le développement du cerveau lors des 4 premières années de la vie. Dans un environnement adéquat, même les enfants au tempérament plus réactif deviendront généralement des adultes non violents. Comment l'environnement d'un enfant permet-il alors à son cerveau de développer des freins à l'agression physique? Tous les enfants ont du plaisir à pousser, à taper, à frapper, parce que les humains sont programmés pour faire ces gestes qui assurent la survie. Mais au contact des autres, ils apprennent que le plaisir de frapper quelqu'un est bien souvent suivi de la douleur de se faire frapper en retour. Ou encore, ils apprennent que si on fait mal aux autres, on risque de se retrouver seul. En effet, une des règles de la survie en société, c'est que les individus qui persistent à utiliser l'agression physique pour régler leurs litiges ou pour passer leurs frustrations sont exclus. Cela est vrai aussi bien chez les humains que chez les singes. Depuis plus d'une trentaine d'années, le professeur Stephen Suomi étudie le développement des comportements sociaux chez les singes. Le groupe social fait régner l'ordre de lui-même. Il applique des règles de dominance sociale, la morale de la troupe. Les singes qui ne respectent pas ces règles ou qui sont trop agressifs lors de leur interaction ne restent pas longtemps à l'intérieur de la troupe. Ils en sont expulsés, deviennent solitaires et la plupart ne survivent pas très longtemps. À mesure que l'enfant qui agresse reçoit un message clair de désapprobation, les connexions neuronales nécessaires se font et deviennent au fil du temps de plus en plus fortes. Okay. And we're gentle with our friends. We don't hurt our friends. No, I'm talking to you. Tony, look at me. Look at me. I'm talking to you. Look at me. Tony. Laura's saying it was too loud for her ears. Okay. Okay? Okay. So you're gonna use your soft voice? Okay. Okay, you will read a story now. Okay, I see that you look sad. Why don't you go tell him? Okay, so you wanted to join in the game? So you need to let him know that you want to join in, right? So why don't you use your words and let him know how you feel about it? Comme l'humain a besoin des autres pour son développement et sa survie, le désir de garder ses amis pousse l'enfant à rechercher des compromis et de nouvelles façons de résoudre les conflits. Si une dispute éclate, ce même désir l'incite à vouloir faire la paix. La réconciliation après une dispute est d'ailleurs un comportement typique des animaux sociaux. Oh, ben là, si toi, par exemple, ça va pas bien, hein? Veux-tu qu'elle donne un bisou ou qu'elle te fait mal? On voit donc que le plaisir de l'enfant à être dans le groupe force son cerveau à développer des moyens de réguler sa colère. Le cortex orbital frontal va envoyer de vastes projections anatomiques vers les différentes régions qui constituent ce qu'on appelle le système limbique, la partie émotive du cerveau. Il va envoyer vers ces régions des commandes inhibitoires en utilisant un neurotransmetteur appelé sérotonine,